en attendant que Julie récolte les questions des gens, moi j'en aurais une. Selon vous, ce serait quoi les conditions qui pourraient rendre l'augmentation des vols à l'aéroport Montréal-Saint-Hubert acceptable? Mais si ça s'accompagne d'un plan qui amène à zéro émission en 2050. Donc, c'est tout simple. Est-ce qu'on est capable d'arriver? Dans le contexte, moi, je n'ai rien à dire sur le bruit. Ce n'est pas ma spécialité, donc je ne parle que d'un point de vue de transformation du système énergétique. Okay? Donc, ma vision est très étroite. Et dans ce contexte-là, pour moi, c'est la seule. C'est de dire comment est-ce que cette transformation-là est compatible avec les objectifs climatiques. Et il va falloir exiger ça de chacune des structures. Parce qu'on ne peut pas imaginer que ça va se faire alors que chaque investissement, chaque décision qu'on prend est à l'encontre de ces atteintes-là. C'est juste pas compatible. Et quand vous parlez des structures, est-ce que vous parlez municipalité, gouvernement? Municipalité, gouvernement, secteur privé, secteur parapublic comme ça. Oui. Merci. Alors, une première. Avec une augmentation des vols, comment espère-t-on atteindre les cibles de diminution des GES? Bien, il faut le demander à l'administration des aéroports, de l'aéroport, de dire comment vous faites ça. Si on dit on va tout électrifier les avions, si on vous montre que d'ici 10 ans, on va avoir 30 %, d'ici 20 ans, on va avoir 90 %, puis le 10 % on va suivre, ou on a un programme de séquestration des CO2, on sait comment le faire, voici ce qu'on va faire, où on va. C'est ça qu'on a besoin, là. C'est clair. Alors, quelles sont les conséquences légales si nous n'atteignons pas les objectifs de réduction? Il n'y en a aucune. On s'est donné collectivement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, la Chambre des communes, a voté à majorité des lois qui nous dit voici les objectifs constants. On s'est donné au niveau fédéral, il y a une loi qui est légèrement plus contraignante, en ce sens que le ministre doit revenir à tous les ans pour nous dire où est-ce qu'on en est dans l'évolution. Mais il n'y a rien, sinon il n'y a personne qui va en prison si on ne respecte pas les objectifs climatiques. Ici, elle est plutôt précise, celle-là. Et ça, ouais. Donc ça n'empêche pas, il y a des enjeux économiques. Si on ne les respecte pas collectivement, ça va coûter cher. Il y a des enjeux sociaux, environnementaux et tout, mais d'un point de vue légal, il n'y a rien. Ce qui était la question. Conséquences légales. Oui. J'ai débordé. Pas de problème. Alors, ici, on a peut-on réduire les émissions de gaz à effet de serre, soit par la composition de l'asphalte sur les pistes, le tarmac, par exemple? Puis, il y a une sous-question. Est-ce que l'enfouissement ou la séquestration peut se faire sur le site même? Peut-il être transformé en énergie géothermique ou en biocarburant, par exemple? Donc, le CO2, c'est déjà la forme qui a le moins, la molécule, l'assemblage carbone et oxygène, qui a le moins d'énergie. Donc, on ne peut pas extraire de l'énergie du CO2 parce que ça a déjà donné toute l'énergie possible. Le carbone, quand il rencontre deux oxygènes, le diamant, qui est la structure la plus... il est tellement content qu'il part bang en CO2, le diamant est parti. Okay? Vous avez un petit peu de feu au début pour lancer ça, mais c'est comme ça. Donc, on ne peut rien faire. Le CO2, c'est inerte. On ne peut pas faire d'énergie, on ne peut rien faire. Pour enfouir, on a besoin d'une structure géologique compatible. C'est-à-dire qu'il y a assez de trous, assez poreuses pour qu'on puisse injecter le CO2. Ce que je sache, on n'a pas ça ici. Mais peut-être, je ne suis pas un géologue, on n'a pas les détails partout. En principe, on a des nappes phréatiques très profondes, contaminées qu'on pourrait utiliser, mais c'est pas fait. Donc l'autre enjeu, c'est l'asphalte et tout. Les enjeux liés à ces matériaux-là, l'asphalte elle-même ne dégage pas de gaz à effet de serre. C'est durant la fabrication du pétrole, la transformation du goudron. D'un côté, si on prend du goudron directement des sables bitumineux, dépendamment comment on l'extrait, ça peut être assez faible l'impact environnemental. Rapidement. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques prévues vis-à-vis du transport aérien dans l'accord de Paris? Puis, existe-t-il au Québec ou au Canada, je m'excuse, un marché du carbone quant au transport aérien?
Le transport aérien international, non. Donc, il y a des compagnies aériennes qui se donnent des objectifs. Il y a eu des efforts au niveau européen pour mettre en place des taxes pour les vols internationaux. Ça a été une grosse chicane, ça a été tiré, que je sache. Donc, mais ça va revenir, on peut imaginer. Donc, il y aura des pressions pour ça, mais présentement, il n'y a pas de contrainte. Puis pour l'accord de Paris? Ça, c'est l'accord de Paris. Dernière question. Alors, considérant qu'en 2018, moins de 0,1% de la consommation totale des carburants de l'aviation était du biocarburant, est-il réaliste de penser pourquoi atteindre la carboneutralité? Donc, les biocarburants ne nous amènent pas à la carboneutralité. Ils déplacent un peu, ils réduisent un peu les émissions, ça ne nous amène pas à zéro. Est-il réaliste? C'est pas moi qui ai voté la loi. OK? C'est pas moi qui a dit on veut viser zéro. Donc, mon travail, c'est de dire une fois qu'on a dit ça, comment on y arrive? La réponse avec difficulté. OK? Donc, ça ne sera pas facile, mais soit on essaie, puis on met ensemble, on aligne toutes nos forces pour y arriver, soit on dit, on abolit la loi, puis on dit, tant pis. Pour moi, c'est comme ça. Donc, mon travail, c'est de dire comment on y arrive. Et dans le secteur, ça implique transformer les sources d'énergie, transformer nos habitudes, puis déplacer nos demandes. Merci énormément. Merci à vous. On va passer. On arrête les captations pour le moment, puis on passe à M.